Chant troisième, strophe 2 des Chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Goine. Les Chants de Maldoror, par le comte de Lautréamont. Chant troisième, strophe 2. Voici la folle qui passe en dansant, tandis qu'elle se rappelle vaguement quelque chose. Les enfants la poursuivent à coups de pierre comme si c'était un merle. Elle brandit un bâton et fait mine de les poursuivre, puis reprend sa course. Elle a laissé un soulier en chemin et ne s'en aperçoit pas. De longues pattes d'araignée circulent sur sa nuque. Ce ne sont autre chose que ses cheveux. Son visage ne ressemble plus au visage humain, et elle lance des éclats de rire comme l'hyène. Elle laisse échapper des lambeaux de phrases dans lesquels, en les recousant, très peu trouveraient une signification claire. Sa robe, percée en plus d'un endroit, exécute des mouvements saccadés autour de ses jambes, osseuses et pleines de boue. Elle va devant soi, comme la feuille du peuplier, emporter, elle, sa jeunesse, ses illusions, et son bonheur passé, qu'elle revoit à travers les brumes d'une intelligence détruite. Par le tourbillon des facultés inconscientes, elle a perdu sa grâce et sa beauté primitive. Sa démarche est ignoble, et son haleine respire l'eau-de-vie. Si les hommes étaient heureux sur cette terre, c'est alors qu'il faudrait s'étonner. La folle ne fait aucun reproche. Elle est trop fière pour se plaindre, et mourra sans avoir révélé son secret à ceux qui s'intéressent à elle, mais auxquels elle a défendu de ne jamais lui adresser la parole. Les enfants la poursuivent à coups de pierre comme si c'était un merle. Elle a laissé tomber de son sein un rouleau de papier. Un inconnu le ramasse, s'enferme chez lui toute la nuit et lit le manuscrit, qui contenait ce qui suit. Après bien des années stériles, la Providence m'envoya une fille. Pendant 3 jours, je m'agenouillais dans les églises et ne cessais de remercier le grand nom de celui qui avait enfin exaucé mes vœux. Je nourrissais de mon propre lait celle qui était plus que ma vie et que je voyais grandir rapidement, douée de toutes les qualités de l'âme et du corps. Elle me disait: je voudrais avoir une petite sœur pour m'amuser avec elle. Recommande au bon Dieu de m'en envoyer une, et pour le récompenser, j'entrelacerai pour lui une guirlande de violettes, de menthe et de géranium. Pour toute réponse, je l'enlevais sur mon sein et l'embrassais avec amour. Elle savait déjà s'intéresser aux animaux, et me demandait pourquoi l'hirondelle se contente de raser de l'aile les chaumières humaines sans oser y rentrer. Mais moi, je mettais un doigt sur ma bouche, comme pour lui dire de garder le silence sur cette grave question, dont je ne voulais pas encore lui faire comprendre les éléments, afin de ne pas frapper par une sensation excessive son imagination enfantine. Et je m'empressais de détourner la conversation de ce sujet, pénible à traiter pour tout être appartenant à la race qui a étendu une domination injuste sur les autres animaux de la création. Quand elle me parlait des tombes du cimetière, en me disant qu'on respirait dans cette atmosphère les agréables parfums des cyprès et des immortels, je me gardais de la contredire, mais je lui disais que c'était la ville des oiseaux, et que là, ils chantaient depuis l'aurore jusqu'au crépuscule du soir, et que les tombes étaient leurs nids, où ils couchaient la nuit avec leurs familles, en soulevant le marbre. Tous les mignons vêtements qui la couvraient, c'est moi qui les avais cousus, ainsi que les dentelles aux 1000 arabesques que je réservais pour le dimanche. L'hiver, elle avait sa place légitime autour de la grande cheminée, car elle se croyait une personne sérieuse, et pendant l'été, la prairie reconnaissait la suave pression de ses pas quand elle s'aventurait, avec son filet de soie, attaché au bout d'un jonc, après les colibris pleins d'indépendance et les papillons aux zigzags agaçants. Que fais-tu, petite vagabonde, quand la soupe t'attend depuis 1 heure, avec la cuillère qui s'impatiente? Mais elle s'écriait, en me sautant au cou, qu'elle n'y reviendrait plus. Le lendemain, elle s'échappait de nouveau à travers les marguerites et les résédas.
parmi les rayons du soleil et le vol tournoyant des insectes éphémères, ne connaissant que la croupe prismatique de la vie, pas encore le fiel, heureuse d'être plus grande que la mésange, se moquant de la fauvette qui ne chante pas si bien que le rossignol, tirant sournoisement la langue au vilain corbeau qui la regardait paternellement, et gracieuse comme un jeune chat. Je ne devais pas longtemps jouir de sa présence. Le temps s'approchait où elle devait, d'une manière inattendue, faire ses adieux aux enchantements de la vie, abandonnant pour toujours la compagnie des tourterelles, des gélinottes et des verdilles, le babillement de la tulipe et de l'anémone, les conseils des herbes du marécage, l'esprit incisif des grenouilles et la fraîcheur des ruisseaux. On me raconta ce qui s'était passé, car moi je ne fus pas présente à l'événement, qui eut pour conséquence la mort de ma fille. Si je l'avais été, j'aurais défendu cet ange au prix de mon sang. Maldoror passait avec son bouledogue. Il voit une jeune fille qui dort à l'ombre d'un platane. Il la prend d'abord pour une rose. On ne peut dire qui s'éleva le plus tôt dans son esprit, ou la vue de cet enfant, ou la résolution qui en fut la suite. Il se déshabille rapidement, comme un homme qui sait ce qu'il va faire. Nu comme une pierre, il s'est jeté sur le corps de la jeune fille, et lui a levé la robe pour commettre un attentat à la pudeur, à la clarté du soleil. Il ne se gênera pas, allez, n'insistons pas sur cette action impure. L'esprit mécontent, il se rhabille avec précipitation, jette un regard de prudence sur la route poudreuse où personne ne chemine, et ordonne au bouledogue d'étrangler avec le mouvement de ses mâchoires la jeune fille ensanglantée. Il indique au chien de la montagne la place où respire et hurle la victime souffrante, et se retire à l'écart pour ne pas être témoin de la rentrée des dents pointues dans les veines roses. L'accomplissement de cet ordre put paraître sévère au bouledogue. Il crut qu'on lui demandât ce qui avait été déjà fait, et se contenta, ce loup au mufle monstrueux, de violer à son tour la virginité de cette enfant délicate. De son ventre déchiré le sang coule de nouveau le long de ses jambes, à travers la prairie. Ses gémissements se joignent aux pleurs de l'animal. La jeune fille lui présente la croix d'or qui ornait son cou, afin qu'il l'épargne. Elle n'avait pas osé la présenter aux yeux farouches de celui qui d'abord avait eu la pensée de profiter de la faiblesse de son âge. Mais le chien n'ignorait pas que, s'il désobéissait à son maître, un couteau lancé de dessous une manche ouvrirait brusquement ses entrailles, sans crier gare. Maldoror, comme ce nom répugne à prononcer, entendait les agonies de la douleur et s'étonnait que la victime eût la vie si dure, pour ne pas être encore morte. Il s'approche de l'autel sacrificatoire et voit la conduite de son bouledogue, livré à de bas penchants, et qui élevait sa tête au-dessus de la jeune fille, comme un naufragé élève la sienne au-dessus des vagues en courroux. Il lui donne un coup de pied et lui fend un œil. Le bouledogue en colère s'enfuit dans la campagne, entraînant après lui, pendant un espace de route qui est toujours trop long pour si court qu'il fût, le corps de la jeune fille suspendue, qui n'a été dégagé que grâce au mouvement saccadé de la fuite. Mais il craint d'attaquer son maître, qui ne le reverra plus. Celui-ci tire de sa poche un canif américain, composé de 10 à 12 lames qui servent à divers usages. Il ouvre les pattes anguleuses de cet hydre d'acier, et muni d'un pareil scalpel, voyant que le gazon n'avait pas encore disparu sous la couleur de tant de sang versé, s'apprête sans pâlir à fouiller courageusement le vagin de la malheureuse enfant. De ce trou élargi, il retire successivement les organes intérieurs, les boyaux, les poumons, le foie, et enfin le cœur lui-même, sont arrachés de leur fondement et entraînés à la lumière du jour par l'ouverture épouvantable. Le sacrificateur s'aperçoit que la jeune fille, poulet vidé, est morte depuis longtemps. Il cesse la persévérance croissante de ses ravages et laisse le cadavre redormir à l'ombre du platane. On ramassa le canif, abandonné à quelques pas. Un berger témoin du crime, dont on n'avait pas découvert l'auteur, ne le raconta que longtemps après, quand il se fut assuré que le criminel avait gagné en sûreté les frontières,
et qu'il n'avait plus à redouter la vengeance certaine proférée contre lui en cas de révélation. Je plaignis l'insensé qui avait commis ce forfait, que le législateur n'avait pas prévu, et qui n'avait pas eu de précédent. Je le plaignis parce qu'il est probable qu'elle n'avait pas gardé l'usage de la raison, quand il mania le poignard à la lame 4 fois triple, labourant de fond en comble les parois des viscères. Je le plaignis parce que, s'il n'était pas fou, sa conduite honteuse devait couver une haine bien grande contre ses semblables, pour s'acharner ainsi sur les chairs et les artères d'un enfant inoffensif, qui fut ma fille. J'assistai à l'enterrement de ces décombres humains avec une résignation muette, et chaque jour je viens prier sur une tombe. À la fin de cette lecture, l'inconnu ne peut plus garder ses forces et s'évanouit. Il reprend ses sens et brûle le manuscrit. Il avait oublié ce souvenir de sa jeunesse. L'habitude émousse la mémoire, et après 20 ans d'absence, il revenait dans ce pays fatal. Il n'achètera pas de bouledogue. Il ne conversera pas avec les bergers. Il n'ira pas dormir à l'ombre des platanes. Les enfants la poursuivent à coups de pierre, comme si c'était un merle. Fin de la strophe 2 du 3e chant.